Je le disais, avec moi en studio, les chroniqueurs de ce samedi soir, Jules Torres, Sarah Salman. Jules Torres, qui est donc éditorialiste au JDD. Bonsoir Jules. Monsieur Lariche, bonjour. Et également Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir, vous avez raison. Jules, et bonsoir Alain Kodefi, ancien inspecteur général des armées, amiral. Bonsoir mon amiral. Bonsoir. Alors que l'armée russe a accéléré sa progression en Ukraine pour le 4e mois d'affilée, Donald Trump monte les muscles. Il déploie 2 sous-marins nucléaires dans les zones appropriées, c'est-à-dire qui pourraient potentiellement gêner la Russie, mer Baltique, mer Noire, océan Arctique ou encore Pacifique Nord. Le président des États-Unis qui répond à Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, qui disait en début de semaine que chaque nouvel ultimatum de Donald Trump pour finir la guerre en Ukraine, c'est un pas de plus vers la guerre avec les États-Unis. Alors petite question mon amiral, en termes de diplomatie, est-ce un geste réellement fort? Et si oui, est-ce le retour de la guerre froide? Alors, est-ce que c'est un geste fort? Oui, mais c'est un geste réversible. Les moyens navals sont des moyens qu'on peut retirer, remontrer. C'est très, très différent que d'envoyer, par exemple, des troupes ou des avions de combat. Donc ça, c'est réversible. Est-ce que c'est le retour de la guerre froide? La guerre froide n'a jamais cessé. Elle a repris un peu de vigueur et elle est maintenant plus intéressante pour nos concitoyens parce qu'on la voit tous les jours. Mais tout ce qui se passe, ça s'est passé pendant la guerre froide. Alors maintenant, la différence, c'est que les deux protagonistes, le président américain qui est un joueur de poker, qui fait des annonces, qui revient en arrière, qui abat ses cartes, etc., qui est la plus grande puissance militaire, et puis le joueur d'échecs, Poutine, qui pour le moment n'a pas reculé d'un millimètre par rapport à ses revendications de 2022. Amiral Kodefi, justement, vous dites que c'est d'un côté le joueur d'échecs, de l'autre côté le joueur de poker, et l'Europe est spectatrice pendant ce temps-là. L'Europe joue à côté, sur la table d'à côté. Vous savez qu'il y a eu le 18e train de sanctions économiques. Quoi qu'on dise, eh bien qu'il y ait des fuites dans ces sanctions économiques parce que tous les pays de l'Union européenne ne les appliquent pas avec la même rigueur, ça perturbe quand même le dispositif russe. Et puis ceux qui fournissent des armements russes sont aussi sous la pression, la Corée, peut-être même la Chine d'ailleurs, l'Iran. Et donc là, il y a le jeu que jouent les Européens. Malheureusement, il n'y a pas un président européen qui peut parler d'une seule voix. Il y a 27 pays qui ont chacun voix au chapitre. Donc le jeu se joue entre les deux grands entre guillemets. L'adversaire numéro 1 des Américains reste la Chine. C'est pour ça que il a été plutôt, aimable avec la Russie pendant un premier temps, parce qu'il ne veut pas que la Russie fasse bloc avec la Chine contre les intérêts américains. Mais le seul enjeu pour les Américains, c'est la Chine, avec des enjeux économiques bien sûr énormes. Donc il est pas dans une situation très facile. Et comme c'est pas un diplomate, de carrière classique, menant une politique étrangère selon les errements habituels qu'on connaît en fait depuis des décennies, tout le monde est un petit peu perturbé. Une question encore par rapport à ce que vous nous expliquez, amiral. Ça peut être quoi la réponse de la part de la Russie? Est-ce qu'ils prennent acte forcément du déploiement de ces 2 sous-marins? Est-ce que pour eux, justement, c'est un non-événement ou au contraire, ils devraient répondre diplomatiquement ou militairement? Alors, il faut se rappeler qu'il y a 2 types de sous-marins. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, en gros la bombe atomique, ils sont en permanence en opération, prêts à tirer, ils n'ont pas besoin de se rapprocher des côtes. Là, c'est l'opérationnel permanent. À cet égard, je rappelle que depuis 53 ans, à chaque seconde, depuis 53 ans, il y a 1, 2, 3 ou 4 sous-marins nucléaires français capables de riposter et d'envoyer en 30 minutes à 11 000 km 1200 fois Hiroshima. C'est ça la dissuasion nucléaire. Du côté des sous-marins nucléaires d'attaque, dont on parle beaucoup, les Américains en ont plus d'une soixantaine ultramodernes, donc ils en ont un gros paquet dans le Pacifique. Ils disposent de missiles qu'on appelle des Tomahawk, soit à tête classique, soit à tête nucléaire, mais plutôt à tête classique, qui effectivement peuvent se rapprocher, à mon avis, dans le Pacifique, parce que c'est là où, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a les plus grandes forces américaines, même du temps de la guerre froide, toutes les forces américaines étaient dans le Pacifique, donc c'est là qu'il peut jouer. Le reste, la Baltique, c'est une mer fermée, la mer Noire n'a aucun intérêt, et la Méditerranée, oui, pourquoi pas, mais enfin, après, quelles sont les cibles? Les Américains ne vont pas tirer en Russie.
ils ne peuvent tirer que sur les territoires contestés, c'est-à-dire le Donbass, qui ne sont pas reconnus comme territoire russe, et on ne va pas s'amuser à tirer en Russie, parce que là, on rentre dans la vraie dialectique de la dissuasion nucléaire. Donc, il n'y a pas d'autre issue pour Trump que d'aider massivement l'Ukraine. Donc vous y voyez, vous pensez qu'il va y avoir une attaque sur le Donbass, c'est possible? Non, je veux dire, c'est le seul objectif possible qui ferait que la Russie pourrait s'en tirer en disant que c'est pas une attaque contre nos intérêts vitaux et contre le territoire national, parce que c'est pas reconnu international, même si les Russes disent que c'est territoire russe, etc. Machin chose. Donc là, il y a peut-être mais il le fera pas, parce que là on enclenche un process dont on contrôle de moins en moins, même si. Mon amiral, excusez-moi, vu qu'on a vu qu'à chaque fois que Donald Trump, on prend par exemple l'exemple de tout ce qui concerne ses activités commerciales, dès qu'on répondait pas à ses demandes, à ses requêtes, il remettait encore une pièce supplémentaire pour réélever ses demandes. Si là, il y a une réponse militaire peut-être de la part de la Russie, est-ce qu'il voudrait pas encore plus montrer son hégémonie et sa force avec encore plus de force militaire? Non, il peut la montrer contre l'Iran, contre la Syrie, contre des pays qui n'ont pas les moyens, j'allais dire nucléaires, pour se défendre. Il peut pas le faire avec la Russie. Et c'est un bras de fer, comme il y a eu à Cuba, mais pour d'autres raisons et dans d'autres circonstances entre Kennedy et Khrouchtchev. Mais c'est un bras de fer, et il n'est pas dans la meilleure position, bien qu'il soit 10 fois plus puissant militairement que Poutine. Il n'est pas dans une position pour faire un bras de fer militaire. Donc on est juste dans un bras de fer psychologique en fait. C'est juste ça. C'est juste de la psychologie. Exactement. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Là, on est dans la rhétorique. J'observe qu'il a répondu à Medvedev et non pas au président russe, qui est une façon aussi de détourner, je veux dire, l'attaque directe. Il n'a pas attaqué directement Poutine, même s'il dit que Poutine ne respecte pas sa parole. Il a répondu à Medvedev. C'est un indicateur, et je pense que les diplomates qui l'entourent lui ont conseillé d'agir comme cela. L'amiral Alain Coldefy répond ce soir aux questions d'Europe 1 Soir. Jules Torres, je vous en prie, vous vouliez parler à l'amiral. Oui, non, mais peut-être que sur l'analyse géopolitique, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, Donald Trump est absolument dans une sorte d'épreuve de force. Il veut montrer ses pectoraux, il veut montrer ses biceps, montrer que malgré l'imprévisibilité de Vladimir Poutine, malgré les outrances de Dimitri Medvedev, parce que c'est quand même de là que ça part, c'est une menace directe du bras droit ou de la marionnette, ça dépend d'où on se place, de Vladimir Poutine. Donc en réalité, c'est aussi un acte intérieur fort pour montrer aux Américains qu'on va pas se laisser menacer comme ça. C'est un acte diplomatique extrêmement fort et un acte géopolitique et nucléaire extrêmement fort, mais on n'est quand même pas près de la Troisième Guerre mondiale, mon amiral. Non, pas du tout. Pas du tout, et je pense que le problème pour Trump, c'est qu'il ne sait pas manœuvrer, je vais dire, contre un joueur d'échecs. Je reprends ma comparaison qui est assez facile, mais enfin, elle est très bien. Il faut se mettre dans la tête de l'autre. Il est incapable de se mettre dans la tête de Poutine, et Poutine est sans doute capable de se mettre dans la tête de Trump. C'est pour ça qu'il agit au mieux de ses intérêts. Non, on n'est pas au bord de la Troisième Guerre mondiale. Dès que on parle d'emploi nucléaire entre des intérêts vitaux, il faut savoir que la décision, elle appartient au plus haut niveau, chef d'État, chef de gouvernement, même si dans le processus de tir, il y a plein de contre-feux, de barrières, mais elle appartient au plus haut niveau. Donc là, on est à mon avis, il n'y a pas de risque particulier, mais diplomatiquement, Trump se met dans une petite canule au fur et à mesure qu'il parle, parce que ça, il n'a pas mesuré, j'allais dire, la détermination de Poutine, qui, je le rappelle, n'a pas bougé d'un millimètre par rapport aux revendications de 2022. Effectivement, dites-moi, amiral Alain Coldefy, Donald Trump, en fait, qui s'agace, on peut le voir au fur et à mesure du temps. Au départ, il pensait que ça allait être réglé en 24 heures. Finalement, il avait prédit 100 jours, et puis de 100 jours, il a dit « je vous laisse jusqu'à la fin de l'été », et puis là, c'est jusqu'à vendredi. Sans trop s'avancer, amiral, ce vendredi, on se doute bien qu'a priori, la guerre sera malheureusement pas terminée. Ça implique quoi? Ce sera un coup d'épée dans l'eau, mais là, il va se prendre un sérieux revers, le président américain. Alors, il va prendre un verre comme à son d'habitude, il va le transformer en victoire. Je ne sais pas encore comment, mais il va être en train de tourner dans sa tête pour essayer de trouver les termes montrant la victoire. Je ne sais pas du tout. Moi, je trouve qu'il est plutôt dans l'impasse, mais parce qu'il n'a pas su jouer avec Poutine. Enfin, c'est clair. Il est quand même naïf. C'était quoi, selon vous, mon amiral, la bonne technique justement pour arriver à discuter, dialoguer avec Vladimir Poutine, si tant est que cela soit possible?
La bonne technique, c'est que maintenant qu'il a compris que les Russes ne lâcheraient rien, c'est d'aider massivement l'Ukraine. Parce que là, Poutine ne peut rien dire. Et aider massivement avec l'argent européen entre nous, hein. Mais aider massivement l'Ukraine parce que là, Poutine ne peut rien dire. Et donc, plus il aide l'Ukraine à reconquérir les territoires occupés, par exemple, hein, ça peut être mais dans le même temps, on sait que Trump n'aime pas beaucoup les pertes humaines. C'est dans son tempérament, il faut lui reconnaître. Donc il est parti tout seul, flamberge au vent, et il est pas sûr qu'il arrive à maîtriser la suite. Voilà, c'est un petit peu ce que je pense actuellement. Mon amiral, encore des paquets de sanctions financiers qui sont prévus par Donald Trump, alors que la terre entière s'accorde à dire que Vladimir Poutine ne connaît que la force. Est-ce que justement le déploiement de ces 2 premiers sous-marins, alors vous nous avez expliqué que c'était a priori surtout psychologique et un effet d'annonce plutôt qu'autre chose, mais est-ce que ça peut peut-être pas presser un petit peu le président russe d'avancer et justement peut-être de se poser des questions? Il y a des sous-marins nucléaires d'attaque. Je vous ai dit que les Américains en avaient plus de 60. Par comparaison, la France en a 6 sous-marins nucléaires d'attaque de même catégorie, avec des missiles de croisière, etc., comme les Tomahawk. Mais ils sont surpuissants. Et il a des missiles. Le groupe de porte-avions américain qui a frappé contre l'Iran, il y a toujours 2 sous-marins nucléaires d'attaque avec le porte-avions américain. Nous, avec le Charles de Gaulle, il y a toujours un sous-marin nucléaire d'attaque. Donc, des sous-marins nucléaires d'attaque, c'est ceux auxquels je pense. Il y en a déjà dans le Pacifique, je pense plutôt au Pacifique, hein, parce qu'il y a énormément de sous-marins nucléaires américains dans le Pacifique. Là, ils sont déjà en position de tir. Oui, donc rien de neuf sous le soleil, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était déjà le cas. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de neuf. On est dans une dialectique où on voit pas trop l'issue. La seule issue, c'est que Trump va déclarer que, comme à chaque fois qu'il a changé les ultimatums, qu'il a gagné. C'est bien que c'est mensonger, mais enfin, il vit dans le mensonge. Hein. Donc après, on va observer ce qui se passe. Hein. Mais il y en a un qui doit bien sourire, si je puis dire, c'est Poutine, hein, parce que il n'a pas parlé d'une seule rencontre, il n'a pas parlé d'un seul retrait ou d'un cessez-le-feu. Je peux même rajouter que jamais Moscou n'a envoyé autant de drones sur l'Ukraine depuis le début de la guerre qu'en ce mois de juillet. Donc depuis 4 mois, ça ne cesse d'augmenter. Et d'ailleurs, depuis 4 mois, la Russie gagne du terrain. Oui, ils se sont refait un petit peu une santé ces derniers mois, la Russie. C'est vrai qu'en fait, Vladimir Poutine... L'hiver a été utile. Il a aucun intérêt aujourd'hui à bouger. Vladimir Poutine, finalement, il attend. Et le temps est son meilleur allié, en réalité. À propos de ce que dit Jules Torres, mon amiral, dites-moi, ça peut durer encore combien de temps? Vous n'êtes pas du tout devin, mais est-ce qu'on pourrait espérer qu'avant la fin de cette décennie, cette guerre soit finie, ou alors personne ne peut s'avancer? Alors, il y a depuis 1953 une ligne de cessez-le-feu entre les 2 Corées. Donc ça fait 72 ans que la guerre ne s'est pas arrêtée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle baisse d'intensité, c'est ça en fait. C'est que la guerre baisse d'intensité, on continue à se tirer un peu dessus, mais chacun reste dans son précaré. Alors c'est une hypothèse qu'on fasse comme l'armistice de Corée du Nord, une ligne de cessez-le-feu autour des positions actuelles, avec une vérification internationale, etc. Mais on n'en prend pas le chemin. Hein. Pour le moment, je veux dire, les uns et les autres ne sont pas prêts à faire ce chemin-là. Et Zelensky a très bien compris qu'il fallait qu'il continue de mettre la barre assez haut pour... il l'a redit d'ailleurs, sans changement de régime là-bas à Moscou, rien ne pourra s'arrêter. Il a raison ? Oui, bien sûr. Enfin, changement de régime, c'est pas souhaitable. Hein. C'est jamais souhaitable de faire un changement de régime. Et on ne sait pas qui on prend derrière. Oui, puis je veux dire, ça n'a jamais sauvé. Regardez tous les échecs américains, enfin du monde occidental, quand on a mis hors jeu Saddam Hussein, le président tunisien, le président égyptien, le président syrien, etc. En fait,
Et quand je rappelle que le général de Gaulle avait très très bien vu la séquence en refusant l'AMGOT, hein, c'était la mise en place d'un gouvernement des territoires occupés par les Américains et qu'il a gardé dans son gouvernement, y compris ceux qui étaient contre lui, parce que quand on veut reconstruire un pays, c'est par le peuple qu'on le reconstruit, c'est pas en changeant de dirigeant. Donc le changement il vaut mieux continuer de travailler, de discuter, de négocier avec quelqu'un qu'on connaît. L'inconnu, vous savez, c'est la pire des choses. Voilà, personne n'aime trop l'inconnu. Voilà. L'amiral Alain Coldefy, ancien inspecteur général des armées, était mon invité dans Europe 1 Soir Week-end. Merci beaucoup, mon amiral, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et très bonne soirée à vous, très bon week-end avec Europe 1. Dans un instant, je serai toujours avec Jules Torres et Sarah Salman. Sarah qui se délecte du futur sujet dans lequel nous allons parler. Sarah est là. Oui, elle est juste en face de vous, cher Jules. Pardonnez-moi. On va parler intelligence artificielle avec l'IA. En plus, j'adore ce sujet. Je sais. C'est vrai. Ça, c'est son côté TikTok. Voilà. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Exactement. Ben, on va en parler en tout cas juste après. Et sachez que les mauvaises sociétés qui respecteraient pas justement ce nouveau cadre législatif risquent de très très grosses amendes salées. On en reparle dans un instant sur Europe 1.